Mes parents m'ont vraiment traîné en justice. Pour avoir acheté une maison. Sans blague. Le mois dernier, j'ai acheté ma. Je m'appelle Holdan, j'ai 32 ans, et jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que l'achat de ma première maison me ferait atterrir au tribunal face à mes propres parents. Il y a quelque chose de surréaliste à voir les gens qui vous ont élevé assis de l'autre côté d'une salle d'audience, la colère dans les yeux. 10 ans à travailler sans relâche, à vivre de nouilles instantanées, à économiser chaque centime, tout ça pour ce moment. Quand cette lettre recommandée est arrivée, quelques semaines seulement après la signature de l'acte de vente de ma maison, je n'en croyais pas mes yeux. Avant que je vous raconte comment mes propres parents m'ont traîné en justice, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si votre famille a déjà essayé de contrôler vos décisions de vie. Grandir dans un quartier de classe moyenne du Michigan n'avait rien de particulièrement remarquable en apparence. Notre maison était modeste mais confortable, le genre d'endroit où les enfants du quartier se rassemblaient pour faire du vélo ou jouer au hockey de rue. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la parfaite famille américaine, une mère, un père, un fils et une fille. Mais à l'intérieur de ces murs, c'était une toute autre histoire. Mes parents, Martha et Robert, avaient une obsession pour le contrôle, surtout en ce qui concerne l'argent et les possessions. Avec le recul, je vois à quel point c'était anormal, mes enfants, je pensais que toutes les familles fonctionnaient de cette façon. L'un de mes plus anciens souvenirs, c'est d'avoir 4 ans et d'entendre ma mère m'expliquer que le nouveau camion jouet que mes grands-parents m'avaient offert pour Noël ne m'appartenait pas vraiment. Il appartient à la famille, Holdan, dit-elle fermement en le plaçant sur une étagère. Ici, nous partageons tout. C'est devenu le mantra de mon enfance. Rien n'était jamais vraiment à moi. Les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, même les vêtements que je portais étaient considérés comme une propriété familiale. Ma sœur Nathalie et moi n'avions pas le droit de garder quoi que ce soit dans nos chambres que nos parents ne pouvaient pas inspecter ou confisquer à tout moment. Je me souviens clairement de la dévastation de mon 10e anniversaire. Mes grands-parents m'avaient offert une Game Boy flambant neuve, la chose dont je rêvais depuis des mois. J'étais fou de joie, je prévoyais déjà les jeux pour lesquels j'allais économiser. 3 jours plus tard, en rentrant de l'école, je l'ai trouvé disparu. Maman l'avait retourné au magasin parce que c'était trop extravagant. Quand je me suis mis à pleurer, mon père m'a assis pour une leçon sur le matérialisme et les priorités familiales. Nous prenons les décisions en famille, fiston. Les désirs individuels ne passent pas avant les besoins de la famille. Au collège, j'avais appris à ne m'attacher à rien. À quoi bon? Même les maquettes d'avions que je construisais minutieusement étaient déplacées dans le salon familial parce que tout le monde devrait en profiter. Mon argent de poche était un autre exercice de contrôle. Contrairement à mes amis qui recevaient 5 ou 10 $ à dépenser comme ils le voulaient, mon argent de poche était accompagné de tableurs. Papa me faisait asseoir chaque dimanche soir pour diviser mes 7 $. 50% allaient directement sur un compte d'épargne auquel je ne pouvais pas accéder, 40% à un soi-disant fonds pour l'université, et seulement 10%, soit 75 misérables centimes, étaient à moi pour « dépenser futilement », comme disait mon père. Ma sœur Nathalie, de 2 ans mon aînée, s'est rebellée contre ce système bien plus tôt que moi. Lors de sa dernière année de lycée, elle était en conflit permanent avec nos parents. Le lendemain de sa remise de diplôme, elle a annoncé qu'elle avait accepté une bourse pour une université en Californie, à 5000 km de là. Je me souviens encore du silence tendu à table, du visage de mon père prenant cette teinte violette particulière qui annonçait des problèmes. « Tu n'as pas consulté la famille pour cette décision, dit-il, la voix dangereusement calme. « C'est ma vie, a répondu Nathalie, le regardant droit dans les yeux. Elle est partie 2 semaines plus tard et n'est que rarement revenue. Pendant des années, elle a été l'exemple à ne pas suivre dans la famille, la fille qui avait abandonné ses responsabilités. Aujourd'hui, je comprends qu'elle a simplement été la première à se libérer. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai décroché mon premier vrai travail, à emballer les courses au supermarché local, j'étais si fier de recevoir mon premier chèque de paie. Cette fierté s'est vite évaporée lorsque mes parents ont insisté pour que je leur remette 80% de mon salaire pour qu'ils le mettent en sécurité. Ils ont créé ce qu'ils appelaient un fonds d'investissement familial, qui, soi-disant, nous profiterait à tous un jour. Chaque fois que je demandais des détails sur ce fonds, les conversations devenaient évasives, avec de vagues références à la sécurité future et à l'enseignement de la responsabilité financière. Mes années de lycée se sont déroulées selon ce même schéma, enchaîner les petits boulots,
céder la majeure partie de mes revenus et me sentir égoïste chaque fois que je voulais faire un achat. Pendant ce temps, mes parents avaient accès à mon compte en banque et surveillaient chaque transaction. Un billet de cinéma à 10 $ déclenchait un interrogatoire sur les dépenses inutiles. Quand les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, mes rêves d'aller à l'université d'État avec mon meilleur ami Marcus ont été rapidement anéantis. Malgré l'obtention d'une bourse partielle, mes parents ont insisté pour que j'aille à l'université locale et que je vive à la maison pour économiser de l'argent. Le fait que vivre en résidence universitaire aurait pu être moins cher avec ma bourse n'avait aucune importance. La véritable monnaie d'échange était le contrôle, pas les dollars. Ces 4 années d'université ont été une étrange période de limbe. J'étais techniquement un adulte, conduisant pour aller en cours et travaillant à temps partiel, mais je vivais toujours sous le microscope financier de mes parents. Ils insistaient pour voir mes notes dès qu'elles étaient publiées. Si j'obtenais moins qu'un A, on me sermonnait sur le gaspillage de L, investissement éducatif de la famille. Après avoir obtenu mon diplôme, alors que mes amis emménageaient dans des appartements en ville ou achetaient même de petites maisons avec leur nouveau salaire, mes parents avaient déjà planifié mes prochaines étapes. Tu vivras ici le temps d'établir ta carrière, a annoncé maman comme si c'était déjà décidé. Inutile de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer quand tu peux économiser pour l'avenir. Quel avenir? Me demandais-je. Celui qu'ils avaient tracé pour moi ou celui que je pourrais vouloir pour moi-même. Quand j'ai ramené mon premier vrai chèque de paie de mon poste de débutant en marketing, mon père m'attendait avec un tableur et une proposition sur la façon dont je devais contribuer au foyer. Une contribution qui s'élevait à environ 60% de mon revenu, mais qui, curieusement, ne m'accordait aucune autonomie supplémentaire. Ce schéma a continué pendant des années. Chaque fois que je mentionnais l'idée de déménager, on me faisait sentir financièrement irresponsable. Quand j'ai eu besoin d'une voiture pour me rendre au travail, ils ont insisté pour co-signer le prêt, bien que mon crédit soit parfaitement bon, ce qui leur donnait une autre arme de contrôle. Ils m'ont détourné des prêts bancaires au profit de prêts familiaux, avec des conditions qu'ils dictaient. Chaque décision financière devenait une discussion familiale, ou plus précisément, une directive familiale. Vers 25 ans, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Mais m'extraire de cette situation me semblait impossible. Les racines du contrôle étaient trop profondes. Le point de bascule est survenu peu après mon 25e anniversaire. J'avais reçu une promotion au travail, et avec elle une augmentation substantielle. Pour la première fois, je pouvais envisager une véritable indépendance. J'ai trouvé un petit 2 pièces à environ 20 minutes de chez mes parents. Pas aussi loin que je l'aurais souhaité, mais c'était un début. Quand j'ai annoncé mon projet de déménager, on aurait dit que je déclarais rejoindre une secte. Maman a pleuré. Papa a fait les 100 pas. Tous deux ont insisté sur le fait que je commettais une erreur financière catastrophique. Payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, a dit papa pour la 100e fois. Attends au moins de pouvoir acheter quelque chose. J'aurai peut-être 35 ans avant de pouvoir me permettre d'acheter, ai-je répondu, trouvant enfin ma voix. Exactement, a-t-il dit, manquant complètement le fond de ma pensée. C'est pour ça que tu dois rester ici et économiser. Malgré leurs protestations, j'ai signé le bail. Le jour de mon déménagement fut tendu, mais libérateur. Maman trouvait sans cesse des raisons de remettre des choses dans ma voiture, pour les garder pour moi. Papa a insisté pour relire mon contrat de location une dernière fois, soulignant toutes les façons dont il pensait que je me faisais avoir. La liberté, ai-je vite découvert, n'était pas aussi simple qu'un changement d'adresse. Mes parents avaient toujours leurs griffes plantées profondément en moi. Ils avaient accès à mes comptes bancaires, des comptes qu'ils avaient ouverts pour moi quand j'étais enfant et auxquels ils restaient liés. Ils recevaient toujours mon courrier, y compris les relevés financiers, et se sentaient en droit de les ouvrir et de les examiner avant de me les transmettre. Quand j'ai mentionné l'idée de prendre une carte de crédit pour construire mon historique de crédit, mon père m'a fait la leçon sur la dette pendant 1 heure, puis a suggéré un prêt familial à la place, avec des conditions qui, essentiellement, me garderaient redevable envers eux indéfiniment. 3 mois après avoir emménagé seul, j'ai rencontré un conseiller financier nommé James, qui semblait de plus en plus préoccupé à mesure que je lui expliquais ma situation. « Holden, dit-il finalement, ce que vous décrivez n'est pas un conseil parental normal. Ce sont des comportements de contrôle qui vous empêchent d'établir votre indépendance financière. » Cette rencontre m'a ouvert les yeux. James m'a aidé à élaborer un plan, ouvrir de nouveaux comptes dans une banque différente, rediriger mon dépôt direct, établir un crédit à mon seul nom et, surtout,
fixer des limites claires avec mes parents concernant les informations financières. L'exécution de ce plan a été plus difficile que prévu. Quand j'ai ouvert de nouveaux comptes et cessé de déposer de l'argent sur ceux auxquels mes parents avaient accès, ils se sont présentés à mon appartement sans prévenir, exigeant des explications. Quand j'ai changé mon adresse postale pour toutes les communications financières, ils ont appelé à plusieurs reprises, inquiets, que je leur cache des choses. Chaque limite que j'établissais se heurtait à une manipulation émotionnelle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, est devenu le refrain de ma mère, voilà comment tu nous rembourses. 6 mois après le début de mon parcours vers l'indépendance, j'ai obtenu une autre promotion au travail, mais j'ai décidé de ne pas le dire à mes parents. Le revenu supplémentaire est allé directement sur un compte d'épargne dont ils ne connaissaient pas l'existence. Pour la première fois, j'économisais pour moi-même, et non pour le nébuleux fonds familial. Mon meilleur ami Marcus a été d'un grand soutien pendant cette période. Connaissant la dynamique de ma famille depuis l'enfance, il m'a apporté une perspective indispensable. « Mec », m'a-t-il dit un soir autour d'une bière dans mon appartement, « tu sais que ce n'est pas comme ça que la plupart des parents agissent, n'est-ce pas ? Ma mère me demande si j'économise assez pour ma retraite, mais elle n'exige pas de relevé bancaire. » Ces conversations m'ont aidé à normaliser ce à quoi devrait ressembler une saine indépendance financière. J'ai commencé à me fixer un objectif qui semblait auparavant impossible, devenir propriétaire, entièrement selon mes propres conditions. Pendant les années qui ont suivi, j'ai vécu frugalement et travaillé sans relâche. J'ai pris des projets de marketing en freelance le week-end. J'ai fait des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible. J'ai vécu de nouilles instantanées et de légumes surgelés plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Chaque dollar supplémentaire allait sur mon compte d'épargne secret. Pendant cette période, j'ai limité les contacts avec mes parents à des dîners occasionnels où je déviais les questions sur mes finances. Notre relation est devenue superficielle, mais moins conflictuelle. Il semblait croire que je traversais une phase et que je finirais par revenir au bercail. Au milieu de l'établissement de mon indépendance, j'ai repris contact avec mon ami d'enfance Brendan, qui avait vécu des expériences similaires avec sa mère contrôlante. C'est comme sortir d'un brouillard, m'a-t-il dit autour d'un café. On ne se rend pas compte de son épaisseur avant de voir enfin clair. Ces mots ont profondément résonné en moi. Chaque mois d'indépendance financière m'apportait plus de clarté sur à quel point mon éducation avait été anormale. La thérapie est également devenue une partie importante de mon parcours. Mon thérapeute, le Dr Collins, m'a aidé à comprendre l'anxiété profondément enracinée que je ressentais vis-à-vis de l'argent et des possessions. Comment j'avais été conditionné à me sentir coupable de vouloir quoi que ce soit pour moi-même. Vous ne brisez pas la famille en devenant indépendant, m'a-t-il assuré lors d'une séance. Vous établissez en fait des schémas plus sains pour votre avenir. Au moment de mes 30 ans, j'avais économisé suffisamment pour un modeste apport personnel. Le marché immobilier dans notre région était compétitif, mais pas impossible pour un premier acheteur. J'ai commencé à faire des recherches sur les quartiers, les taux d'intérêt et le processus d'achat, le tout sans en souffler mot à mes parents. Le chemin vers l'indépendance n'était pas linéaire. Il y a eu des moments de doute, des moments où l'attraction familière des attentes familiales me faisait me demander si j'étais égoïste. Mais avec chaque mois qui passait à prendre mes propres décisions, à payer mes propres factures et à économiser de l'argent qui était vraiment le mien, je prenais de plus en plus confiance en mon droit à une vie d'adulte autonome. Ce parcours m'a appris que l'indépendance ne se résume pas à la distance physique ou à des comptes bancaires séparés. Il s'agit de se réapproprier son propre pouvoir d'agir, son droit de prendre des décisions sans avoir à les justifier auprès des autres. À 32 ans, je me sentais prêt à franchir la plus grande étape de toutes, acheter ma propre maison, avec mon seul nom sur l'acte de propriété. La recherche de maison a commencé un samedi matin frais d'octobre. J'avais pris contact avec Diana, une agente immobilière recommandée par un collègue. Elle était d'une franchise rafraîchissante, me demandant ce que je cherchais sans le jugement auquel j'étais habitué de la part de mes parents. « Je veux quelque chose de modeste, mais qui soit à moi », lui ai-je dit. 2 chambres, peut-être un petit jardin, rien de tape à accent grave-l'œil, juste du solide. Diana a hoché la tête, comprenant exactement ce que je voulais dire. Nous avons passé les week-ends à visiter des propriétés tout l'hiver et jusqu'au printemps. Le marché était difficile. Les maisons dans ma gamme de prix nécessitaient soit d'importantes rénovations, soit étaient vendues en quelques jours, souvent avec des offres au comptant bien au-dessus du prix demandé. Ma première offre portait sur une petite maison de plain-pied avec une bonne structure mais tout était démodé.
J'ai offert 5000 $ de plus que le prix demandé, étirant mon budget à la limite, pour apprendre qu'elle s'était vendue 20 000 $ de plus à quelqu'un qui avait renoncé à l'inspection. Ma deuxième offre a connu un sort similaire. Ne vous découragez pas, m'a conseillé Diana. La bonne maison se présentera. C'est un marathon, pas un sprint. Elle avait raison. Mais après 5 offres rejetées, le marathon commençait à m'épuiser. Chaque maison perdue ressemblait à un nouveau délai dans ma quête d'indépendance. Puis, un mardi soir d'avril, Diana a appelé, l'excitation dans la voix. Nouvelle annonce vient de tomber. Elle n'est même pas encore sur les sites publics. Il faut qu'on la voie demain matin. La maison était un modeste cap-code de 2 chambres dans une rue calme. Construite dans les années 1970, elle avait appartenu à un couple âgé qui l'avait entretenue méticuleusement. La cuisine et les salles de bain avaient besoin d'être modernisées, mais le toit était neuf, les systèmes étaient solides, et il y avait un petit jardin clôturé avec un érable mature. Mieux encore, elle était affichée légèrement en dessous du prix de vente récent de maisons similaires. C'est elle, ai-je murmuré à Diana alors que nous nous tenions dans le salon avec ses grandes fenêtres et son parquet d'origine. Je pouvais déjà imaginer ma vie ici, loin de la surveillance et du contrôle. Nous avons soumis une offre ce soir-là, 10 000 $ au-dessus du prix, avec une clause d'escalade, une lettre aux vendeurs expliquant pourquoi j'aimais leur maison, et le moins de conditions suspensives possibles. S'en sont suivies 24 heures d'anxiété insoutenable. L'appel de Diana est arrivé alors que je quittais le travail le lendemain. Ils ont accepté. Ils avaient plusieurs offres, mais ils ont choisi la vôtre parce qu'ils ont adoré votre lettre. Ils voulaient que leur maison aille à quelqu'un qui en prendrait soin. Le processus de prêt immobilier a suivi, et je l'ai abordé avec appréhension. Malgré des années de construction de crédit prudent, je craignais que quelque chose ne fasse dérailler le processus, peut-être un enchevêtrement financier familial caché que j'avais oublié de couper. Le courtier en prêt a posé d'innombrables questions sur mes revenus, mes actifs et mes dettes. Chaque fois qu'il hochait la tête avec satisfaction à mes réponses, je ressentais une vague de validation. Mon historique financier, construit délibérément et indépendamment, était assez solide pour tenir la route. Le jour où j'ai reçu ma lettre de préapprobation de prêt a peut-être été plus émouvant que de trouver la maison elle-même. C'était là, noir sur blanc, Holden était qualifié pour acheter cette maison sur la seule base de son propre crédit, de ses revenus et de ses économies. Pas de co-signataire, pas de prêts familiaux, pas de surveillance parentale, juste moi. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu un secret absolu. Mes parents ne savaient toujours pas que je cherchais à acheter une maison. Marcus le savait, bien sûr, ainsi que quelques collègues de confiance, mais j'étais terrifié à l'idée que si mes parents l'apprenaient, ils trouveraient un moyen d'interférer, d'insister pour co-signer, d'exiger leur avis sur l'emplacement ou les caractéristiques, ou pire encore, de revendiquer une part de propriété basée sur leur concept délirant de « fonds familial ». Les semaines précédant la signature ont été un tourbillon d'inspection, de paperasse et d'anxiété. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je craignais que ce ne soit mes parents découvrant mes plans. Chaque document que je signais ressemblait à un pas de plus vers la vraie liberté. Le jour de la signature est arrivé fin mai. Assis à cette longue table, signant papier après papier, je m'attendais à ce que quelque chose tourne mal, que l'avocat dise qu'il y a un problème, que mes parents fassent irruption, que tout le rêve s'évapore. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, l'avocate des vendeurs a fait glisser un jeu de clés sur la table. « Félicitations, propriétaire », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Je suis resté assis dans ma voiture après, les clés à la main, et j'ai pleuré. C'étaient des larmes de soulagement, d'accomplissement, de m'être enfin libéré des schémas qui m'avaient contraint si longtemps. Le jour du déménagement a été une fête. Marcus est arrivé tôt avec du café et des beignets. Mes collègues, Rachel et Sam, sont venus avec leur pick UPS. Au coucher du soleil, mes modestes possessions étaient disposées dans ma propre maison. Nous avons commandé des pizzas et nous nous sommes assis par terre dans mon salon, trinquant avec de la bière parce que je n'avais pas encore déballé les verres. À Holden, a levé Marcus sa bouteille, qui a fait ça entièrement selon ses propres conditions. Cette première nuit seule dans la maison était surréaliste. Les craquements et les bruits inconnus m'ont tenu éveillé, mais pas de manière désagréable. C'était mon toit, mes murs, mon avenir. J'ai parcouru chaque pièce à minuit, touchant les cadres de porte et les rebords de fenêtres, ayant encore du mal à croire qu'il m'appartenait. Les semaines suivantes ont été remplies de petits projets. Peindre le salon, remplacer les poignées de placard dans la cuisine,
réparer une rampe d'escalier qui bougeait. Chaque réparation, aussi mineure soit-elle, me remplissait de satisfaction. Personne ne pouvait me dire quelle couleur choisir ou critiquer mon travail. Les décisions étaient les miennes, et les miennes seules. Mes voisins, les Johnson, sont passés avec une tarte faite maison et une carte de bienvenue. D'autres voisins me saluaient de leur jardin ou se présentaient quand je tondais la pelouse. Ce sentiment de communauté, librement choisi plutôt qu'imposé, fut une autre joie inattendue de la propriété. Après 2 semaines d'installation, j'ai décidé qu'il était temps de le dire à mes parents. Malgré tout, je voulais qu'ils fassent partie de cette étape importante. Peut-être naïvement, j'espérais qu'ils seraient fiers de ce que j'avais accompli. Je les ai invités à dîner le dimanche suivant, sans mentionner que c'était dans ma nouvelle maison plutôt que dans mon appartement. J'ai passé ce dimanche à nettoyer obsessionnellement et à préparer la recette de lasagne préférée de ma mère. J'ai mis la table avec de la vaisselle neuve, disposé des fleurs fraîches de mon jardin et essayé de calmer l'anxiété qui me tordait l'estomac. À 17 h, je leur ai envoyé l'adresse par SMS en disant simplement « J'ai une surprise. Venez à cette adresse au lieu de l'appartement ». À 17 h 30, leur voiture s'est garée dans l'allée. Je les ai regardés depuis la fenêtre, ils observaient la maison avec confusion, vérifiant à nouveau l'adresse. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche. « Bienvenue chez moi », ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai acheté une maison. Le silence qui a suivi mon annonce a semblé durer une éternité. Mes parents sont restés figés sur le trottoir, me fixant comme si je m'étais soudain mis à parler une langue étrangère. L'expression de maman est passée de la confusion au choc, tandis que le visage de papa s'est immédiatement assombri. « Comment ça, ta maison ?» a finalement demandé papa, sa voix étrangement calme. « Je veux dire, je l'ai achetée. »« C'est la mienne », ai-je répondu, leur faisant signe d'entrer. « Je veux vous faire visiter. » Ils m'ont suivi à l'intérieur avec les pas hésitants de personnes entrant en territoire inconnu. Alors que je les conduisais à travers le salon, la salle à manger et dans la cuisine où le dîner réchauffait, aucun des deux n'a prononcé un mot. Ils n'admiraient pas le parquet ni ne commentaient la lumière naturelle de la baie vitrée, ils scannaient, évaluaient, calculaient. La visite de la maison s'est poursuivie dans ce silence inconfortable jusqu'à ce que nous atteignions la 2e chambre, que j'avais aménagée en bureau. Papa s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, se tournant finalement pour me faire face. « Comment as-tu pu te permettre ça ?» a-t-il exigé. La question n'était pas posée avec curiosité ou fierté. C'était une accusation. « J'économise depuis des années », ai-je répondu honnêtement. « Et j'ai obtenu un prêt immobilier conventionnel. » Des années, a répété maman, la voix montant. « Tu as planifié ça pendant des années sans nous le dire. » J'ai hoché la tête, essayant de garder mon sang-froid. Je voulais le faire de manière indépendante. C'est là que le barrage a cédé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais pas de joie. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit-elle, la voix tremblante. Tous les sacrifices que nous avons faits, tous les conseils financiers que nous t'avons donnés, et voilà comment tu nous rembourses. Par la tromperie. Je n'essayais pas de vous tromper, me suis-je défendu. J'avais juste besoin de prendre cette décision par moi-même. » Le rire de papa était sans humour. « Par toi-même ? Avec quel argent, exactement ? L'argent que tu as gagné en vivant sous notre toit pendant 25 ans. L'argent que nous t'avons aidé à économiser en te facturant un loyer minimal. Cet argent appartient au fonds d'investissement familial. Et voilà. Le mystérieux fonds familial, soudainement pertinent quand ils ont réalisé que j'avais des actifs qu'ils ne contrôlaient pas. Ça ne marche pas comme ça, papa, ai-je dit, sentant une vie de frustration refoulée monter en moi. J'ai gagné cet argent. Je l'ai économisé. Cette maison est le résultat de mon travail. Ton travail, a-t-il ricané. Qui a payé pour l'éducation qui t'a permis d'avoir ce travail? Qui t'a appris la discipline financière? Tout ce que tu as, c'est grâce à ce que nous avons bâti. La conversation a rapidement dégénéré à partir de là. Des années de ressentiment ont éclaté des deux côtés. J'ai finalement exprimé ce que je n'avais jamais osé dire auparavant, comment leur contrôle avait été étouffant, comment leurs conseils financiers avaient en réalité été de la manipulation, comment j'avais vécu dans la peur de leur désapprobation pour les plus petits achats. Maman a eu le souffle coupé comme si je l'avais giflé. Comment oses-tu? Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour toi. Nous t'avons protégé des erreurs coûteuses.
Vous m'avez protégé au point de ne plus avoir aucune confiance en mes propres décisions, ai-je rétorqué. Papa faisait maintenant les 100 pas, le visage rouge de colère. C'est inacceptable, Holden. Complètement inacceptable. Nous avions un accord sur les finances familiales. Non, vous aviez des attentes. Je n'y ai jamais consenti en tant qu'adulte. Les lasagnes sont restées oubliées dans le four alors que 3 décennies de dynamique familiale dysfonctionnelle se déroulaient dans mon nouveau salon. Lorsque j'ai refusé de reconnaître leurs droits sur mes économies ou la valeur de ma maison, papa a attrapé ses clés. Tu regretteras cette trahison, a-t-il dit en me pointant du doigt. Retiens bien mes paroles. Ils sont sortis en trombe, claquant la porte avec une force qui a fait trembler les fenêtres. Je suis resté dans ma maison vide, tremblant d'adrénaline et d'émotion, me demandant si je venais de perdre ma famille en revendiquant mon indépendance. La semaine qui a suivi a été un déluge de SMS et de messages vocaux hostiles. Maman oscillait entre les culpabilisations, j'ai pleuré toute la nuit en pensant à ton ingratitude, et les tentatives de réconciliation, asseyons-nous et réglons ça en famille. Papa était plus direct, mentionnant à plusieurs reprises les fonds importants que je devais soi-disant à la famille. J'ai essayé de maintenir des limites sans couper complètement les ponts, répondant poliment mais fermement que l'achat de ma maison n'était pas sujet à discussion ou approbation familiale. Cela n'a fait qu'envenimer leur réaction. Le samedi matin, à peine 6 jours après le dîner désastreux, ils se sont présentés à ma porte sans prévenir. Papa portait un épais dossier sous le bras, l'air sombrement déterminé. Nous devons parler de ça rationnellement, a-t-il dit en me bousculant pour entrer. Maman a suivi, serrant son sac à main comme un bouclier. Ils ont étalé des documents sur ma table de salle à manger, des registres manuscrits, de vieux relevés bancaires et ce qui semblait être des contrats faits maison que je n'avais aucun souvenir d'avoir signés. Ceci est la documentation du fonds d'investissement familial, a expliqué papa, d'un ton professionnel. Elle montre clairement tes obligations financières. J'ai parcouru les papiers, incrédule. Il y avait des entrées remontant à mon argent de poche d'enfant, étiqueté comme des avances, l'argent d'anniversaire de parents enregistré comme des prêts. Même les revenus de mes jobs de lycée étaient classés comme des parts de revenus familiaux. C'est de la folie, ai-je murmuré en repoussant les papiers. J'étais un enfant. Vous ne pouvez pas tenir un enfant pour responsable de contrats financiers. Tu n'es plus un enfant maintenant, a rétorqué maman, et tu as bénéficié des ressources familiales toute ta vie. Papa a tapé sur une calculatrice, me montrant une somme qui m'a glacé le sang. C'est la valeur actuelle de ce que tu dois au fond, avec un intérêt très raisonnable appliqué. Le chiffre correspondait presque à la valeur de mon apport personnel. Que demandez-vous exactement, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Nous avons droit à une part de propriété de cette maison, a déclaré papa. 50% serait juste, compte tenu de l'investissement de la famille dans ta réussite. J'ai ri, non pas d'amusement, mais de choc. Ça n'arrivera jamais. Alors tu ne nous laisses pas le choix, a-t-il répondu en rassemblant les papiers. Nous avons consulté un avocat. Soit tu nous transfères 50% de la propriété de ce bien avant la fin du mois, soit nous serons obligés d'engager une action en justice pour récupérer notre investissement. Vous me menacez de me poursuivre en justice, votre propre fils, pour une maison que j'ai achetée avec mon propre argent? Maman a eu la décence de paraître mal à l'aise, mais la résolution de papa était inébranlable. C'est une question de principe, Holden. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de loyauté familiale et d'honneur des engagements. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte, maintenant un calme que je ne ressentais pas, je pense que vous devriez partir maintenant, et je pense que vous devriez reconsidérer cette voie. La balle est dans ton camp, a dit papa en partant. 50% de la propriété ou on se verra au tribunal. J'ai passé le week-end dans un état d'incrédulité anxieuse, consultant des forums juridiques en ligne et essayant de déterminer si leurs menaces tenaient la route. Sûrement, aucun tribunal ne validerait ces contrats familiaux fabriqués de toutes pièces. Mais l'incertitude était corrosive, entachant la joie de ma nouvelle maison. Comme j'ai refusé de répondre à leur ultimatum, la lettre recommandée est arrivée, exactement comme ils l'avaient menacé. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour une part de propriété de ma maison et une compensation financière du fonds d'investissement familial. La date d'audience était fixée 3 semaines plus tard. En regardant cette assignation officielle, mon nom listé comme défendeur et les leurs comme plaignant, quelque chose s'est brisé en moi. Il ne s'agissait plus d'argent ou de propriété.
Il s'agissait de se libérer d'une vie de contrôle, une bonne fois pour toutes. L'assignation à comparaître pesait lourd dans mes mains. Sa terminologie juridique transformait mes parents de famille en adversaires. J'ai pris un jour de congé maladie le lendemain, passant des heures à faire des recherches sur les litiges financiers familiaux et le droit de la propriété, tombant dans les abysses d'Internet des pires scénarios. Dans l'après-midi, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Un collègue m'a recommandé Elisa Simons, une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle m'a trouvé un créneau en fin de journée, écoutant attentivement mon explication de la situation bizarre, haussant parfois un sourcil, mais sans jamais me juger. « Laissez-moi voir l'assignation et leur documentation », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Je lui ai passé des copies de tout ce que mes parents m'avaient montré. Elle les a examinées méthodiquement, prenant quelques notes. « Holdan », a-t-elle finalement dit en levant les yeux de ses papiers, « je veux être très clair, sur la base de ce que vous m'avez montré, vos parents n'ont aucun droit légal sur votre maison ou vos économies. Absolument aucun. » Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'ai failli pleurer. Ces contrats faits maison ne tiendraient devant aucun tribunal, a-t-elle poursuivi. Vous étiez mineur pour la plupart de ces prétendus accords, et même les contrats à l'âge adulte manquent d'éléments juridiques essentiels. Quant à l'argent de poche ou aux frais de subsistance pendant votre enfance, cela s'appelle des obligations parentales, pas des prêts. Malgré son assurance, elle m'a conseillé de prendre l'affaire au sérieux. Ils ont intenté une action en justice, nous devons donc répondre de manière appropriée. Ce n'est pas parce que leur demande est sans fondement que nous pouvons l'ignorer. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé avec Elisa pour préparer notre défense. Pendant ce temps, le bilan émotionnel s'alourdissait. Le sommeil devenait insaisissable. Mon appétit a disparu et je sursautais chaque fois que mon téléphone sonnait. La maison qui avait représenté la liberté me semblait maintenant souillée par le conflit. À la demande d'Elisa, j'ai rassemblé des années de relevés bancaires, de fiches de paie et de déclarations de revenus pour prouver l'origine de mon apport personnel. En fouillant dans de vieux dossiers, j'ai découvert quelque chose de troublant. Mes parents avaient tenu des registres méticuleux de chaque centime qu'ils m'avaient jamais donné, de l'argent d'anniversaire de mon enfance à la valeur des repas pris à leur table après mes 18 ans. Ils avaient construit ce dossier toute ma vie, attendant juste le moment où j'affirmerais mon indépendance. La découverte la plus douloureuse est venue lorsque l'assistante juridique d'Elisa a fait des recherches et a découvert que mes parents avaient déjà utilisé des tactiques similaires. Ma sœur Nathalie, avec qui j'avais perdu contact après son déménagement en Californie, avait apparemment fait face à des demandes financières lorsqu'elle avait obtenu son diplôme universitaire et refusé de revenir à la maison. Aucune poursuite n'avait été engagée dans son cas, mais le schéma était clair. J'ai contacté Nathalie pour la première fois depuis des années, lui laissant un message vocal maladroit expliquant la situation. Elle m'a rappelé le jour même. « J'attends cet appel depuis 7 ans, a-t-elle dit. Pas de salutation, pas de préambule. Ils s'en prennent enfin à toi, aussi. » Notre conversation a duré 3 heures. Nathalie avait subi les mêmes comportements de contrôle, la même manipulation financière, les mêmes menaces du « fonds familial ». Quand elle avait refusé de se plier à leurs exigences après l'université, ils l'avaient complètement coupée de leur vie. Maintenant, elle réussissait comme ingénieure logiciel à San Francisco, complètement indépendante de nos parents. « Je prends l'avion pour la date de ton audience », a-t-elle insisté. « Tu n'as pas à les affronter seule comme je l'ai fait. » Au travail, mes performances en souffraient. Des échéances ont été manquées alors que je passais des heures au téléphone avec Elisa ou à faire des recherches sur les litiges financiers familiaux. Mon patron, Monsieur Garrison, m'a convoqué dans son bureau après que j'ai manqué une importante réunion client. « Que se passe-t-il, Holdan ? Ça ne te ressemble pas. » J'ai hésité, embarrassé d'expliquer la situation, mais je lui ai finalement donné la version abrégée. Sa réponse m'a surpris. « Prends le temps qu'il te faut pour gérer ça, » a-t-il dit. Mes parents m'ont fait des coups similaires quand j'étais plus jeune. Pas au point d'un procès, mais je comprends. Les dynamiques financières familiales peuvent être toxiques. Sa compréhension a été une bouée de sauvetage pendant une période sombre. Ma collègue Rachel s'est portée volontaire pour couvrir une partie de ma charge de travail, sans jamais me faire sentir redevable de son aide. À l'approche de la date d'audience, mes parents ont tenté une nouvelle tactique, contactant mes amis et collègues pour leur expliquer leur version des faits. Marcus a reçu un long email détaillant mes prétendues obligations financières envers la famille. 2 collègues ont mentionné des appels téléphoniques gênants de ma mère posant des questions suggestives sur mes habitudes de dépenses.
Cette violation des limites m'a fait passer de l'anxiété à la colère. Lorsque Laurence Palmer, l'avocat de mes parents, a contacté Elisa avec une généreuse offre de règlement, réduisant leur demande à 25% de la propriété, je n'ai même pas envisagé d'accepter. Dites-leur qu'on se verra au tribunal, ai-je dit à Elisa. Pas de règlement, pas de négociation. La nuit précédant notre comparution, je n'ai pas pu dormir. La maison pour laquelle j'avais travaillé si dur craquait et se tassait autour de moi alors que je faisais les 100 pas, répétant ce que je pourrais dire si on me demandait de témoigner. Comment l'achat d'une maison, généralement une étape célébrée, était-il devenu un champ de bataille? La réunion préalable au tribunal a été la première fois que j'ai revu mes parents depuis qu'ils étaient partis en trombe de chez moi. Ils étaient assis avec leur avocat, maman serrant un gros classeur, papa avec son expression sévère habituelle. Ils n'ont pas essayé de me parler directement, mais j'ai surpris ma mère en train de me regarder quand elle pensait que je ne la voyais pas. Le moment le plus surréaliste est survenu lorsque leur avocat a présenté les preuves qu'il comptait introduire, des photos de famille d'anniversaire et de Noël, maintenant étiquetées comme des pièces à conviction, des images de temps plus heureux, utilisées comme des armes pour prouver des revendications financières. Une photo de classe de moi avec des dents de lait manquantes, marquée de la valeur de la tenue que je portais, soi-disant un prêt du fonds familial. Ma photo de fin de lycée, annotée de la dette accumulée de mon éducation. Voir mon enfance réduite à des transactions financières m'a rendu physiquement malade. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, m'aspergeant le visage d'eau froide et fixant mon reflet. Le visage qui me regardait semblait plus vieux, plus las qu'il ne l'était quelques semaines auparavant. Ils ne peuvent pas prendre ta maison, me suis-je murmuré. Ils ne peuvent pas prendre ta liberté. Quand je suis revenu, Elisa démontait calmement leurs preuves point par point, expliquant au juge pourquoi chaque élément était irrecevable ou non pertinent. Je me suis assis à côté d'elle, puisant de la force dans sa compétence assurée, me demandant comment ma poursuite du rêve américain m'avait conduit à cette salle d'audience stérile et à la destruction de ma famille. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des bancs en bois usés et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un teint blafard. La juge Harrison, une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes à monture argentée et une expression sérieuse, est entrée précisément à 9 heures. Son regard a balayé l'assemblée, s'attardant un instant sur moi, puis sur mes parents, comme si elle essayait de comprendre la dynamique familiale qui avait mené à ce moment. Mes parents étaient assis à la table des plaignants, tous deux habillés comme pour aller à l'église. Maman avait choisi son collier de perles, celui réservé aux grandes occasions. Papa portait une cravate que je lui avais offerte pour la fête des pères des années auparavant, une ironie qui ne m'a pas échappé. Après les présentations préliminaires, mon père a été appelé à témoigner en premier. Il a parlé avec la confiance mesurée de quelqu'un qui croyait absolument en la justesse de sa position. Il a décrit en détail l'arrangement financier familial, comment tout l'argent gagné ou reçu par les membres de la famille était considéré comme faisant partie d'une ressource collective, comment cela m'avait été expliqué à plusieurs reprises tout au long de ma vie, comment mes actions récentes constituaient une rupture de la confiance familiale établie de longue date. Nous n'avons jamais eu l'intention d'être dans cette salle d'audience, votre honneur, a-t-il dit, la voix brisée par ce qui semblait être une véritable émotion. Nous voulons seulement ce qui est juste pour la famille dans son ensemble. Holden a bénéficié des ressources familiales toute sa vie, des ressources qui auraient pu être allouées à d'autres fins si nous avions su qu'il refuserait plus tard d'honorer ses obligations. Le témoignage de maman était plus émouvant. Elle a décrit les sacrifices qu'ils avaient faits pour mon éducation, les innombrables heures passées à m'enseigner la responsabilité financière, les repas de famille et les vacances, le tout présenté comme des investissements dans mon avenir. Des larmes ont monté à ses yeux alors qu'elle parlait de se sentir trahie par mon secret. Nous voulons juste qu'il reconnaisse la contribution de la famille à sa réussite, a-t-elle dit en tamponnant ses yeux. Est-ce si mal d'attendre un retour sur notre investissement dans notre fils? Cette phrase, retour sur notre investissement, est restée en suspens dans l'air, en révélant plus sur leur perspective qu'elle ne l'avait peut-être voulu. Leur avocat a présenté les registres méticuleusement tenus, les contrats d'enfance, la valeur calculée du soutien parental au fil des ans. Il a montré des photos de moi utilisant des objets achetés avec des fonds familiaux et des relevés bancaires de mon adolescence avec des retraits surlignés comme preuve de l'argent que je devais soi-disant. La juge Harrison a écouté impassiblement, posant occasionnellement des questions de clarification qui ne donnaient aucune indication de ses pensées sur l'affaire. Quand ce fut notre tour, l'approche d'Elisa fut méthodique. Elle a établi mon historique d'emploi, mes habitudes d'épargne constante, le processus d'approbation du prêt qui a vérifié mon indépendance financière.
puis elle m'a demandé de venir à la barre. Faire face à la salle d'audience depuis le box des témoins était intimidant. Mes parents me regardaient avec des expressions qui mêlaient colère, blessure et autre chose. Peut-être la peur que leur contrôle leur échappe vraiment. J'ai décrit mon enfance et mes jeunes années d'adulte aussi factuellement que possible, la restriction de la propriété personnelle, l'appropriation de l'argent gagné, la manipulation émotionnelle liée aux décisions financières. J'ai expliqué comment j'avais construit mon crédit, économisé de manière indépendante et acheté la maison sans l'aide de personne. Avez-vous jamais, en tant qu'adulte, accepté explicitement que vos parents auraient des droits de propriété sur un bien que vous avez acheté de manière indépendante, a demandé Elisa. Non, jamais, ai-je répondu fermement. J'ai toujours supposé que gagner mon propre argent signifiait que je pouvais prendre mes propres décisions sur la façon de l'utiliser. La juge Harrison est intervenue avec sa propre question. Monsieur Wilson, à quel moment avez-vous pris conscience de ce soi-disant arrangement financier familial comme une obligation formelle plutôt que comme de simples conseils parentaux? J'ai réfléchi attentivement. En toute honnêteté, votre honneur, cela a toujours été présenté comme la façon dont les choses se font dans cette famille. Il n'y a jamais eu un moment où on m'a donné le choix d'y adhérer ou non en tant qu'adulte. La juge a hoché la tête pensivement. Le témoignage le plus inattendu est venu lorsque Nathalie est venue à la barre. Elle était arrivée la veille au soir, et la voir dans la salle d'audience, cette sœur à qui j'avais à peine parlé depuis des années, a provoqué une vague d'émotion en moi. Elle a décrit ses propres expériences avec le contrôle financier de nos parents, les demandes similaires faites lorsqu'elle a établi son indépendance, et l'éloignement final qui a suivi son refus de se conformer. C'est un schéma, a-t-elle expliqué. Un contrôle financier déguisé en valeur familiale. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de mes parents a tenté de présenter Nathalie comme une fille pleine de ressentiment qui avait abandonné ses responsabilités familiales. Sa réponse calme fut dévastatrice dans sa simplicité, « Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai simplement refusé de leur appartenir. » L'affaire a pris un tournant inattendu lorsqu'Elisa a présenté des preuves que nous avions découvertes lors de la préparation. Mes parents avaient réhypothéqué leur maison 2 ans plus tôt, contractant une importante ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison. D'autres documents financiers ont montré plusieurs tentatives d'investissement ratées et une dette de carte de crédit croissante. Votre honneur, a déclaré Elisa à la cour, les dossiers financiers des plaignants indiquent qu'ils ont commencé à rencontrer d'importantes difficultés financières il y a environ 2 ans. Il semble que cette poursuite coïncide avec leurs besoins de capitaux, ce qui suggère que leur revendication sur la valeur nette de la maison de mon client est motivée non pas par des principes financiers familiaux de longue date, mais par leur propre mauvaise gestion financière récente. La réaction de mes parents fut immédiate et révélatrice. Le visage de papa est devenu cramoisi. Maman a eu un hoquet audible. Leur avocat s'est penché pour leur murmurer quelque chose d'urgent. Les yeux de la juge Harrison se sont rétrécis. Est-ce exact, monsieur Wilson, a-t-elle demandé directement à mon père. Papa s'est éclairci la gorge. Nos finances personnelles ne sont pas pertinentes dans cette affaire, votre honneur. Il s'agit d'obligations et d'accords familiaux. Au contraire, a répondu la juge. Si votre demande est motivée par vos propres besoins financiers plutôt que par l'application d'accords antérieurs légitimes, cela semble très pertinent. Elle a ensuite interrogé mes parents sur leur situation financière avec une franchise croissante. Sous son interrogatoire pointu, la vérité a émergé pièce par pièce, de mauvais investissements dans l'entreprise d'un ami, des pertes sur le marché, des factures médicales croissantes non entièrement couvertes par l'assurance. Je suis resté assis, sous le choc, alors que la réalité devenait claire. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle. Ils avaient réellement besoin d'argent et voyaient la valeur nette de ma maison comme la solution. Tout le discours sur les fonds familiaux et les obligations n'était qu'un moyen d'accéder à des capitaux dont ils avaient désespérément besoin. Donc, pour être clair, a dit la juge Harrison en se penchant en avant, vous attendez de votre fils adulte qu'il cède une partie de la valeur de sa maison achetée de manière indépendante pour couvrir des déficits financiers résultant de vos décisions d'investissement? Des décisions dans lesquelles il n'a eu ni son mot à dire ni aucun avantage. Dit si crûment, même mon père semblait reconnaître à quel point cela sonnait mal. Nous l'avons soutenu toute sa vie, a-t-il insisté, mais sa voix manquait de sa conviction antérieure. Le dernier jour de l'audience fut bref. La juge Harrison a rendu sa décision avec une clarté efficace. Ayant examiné toutes les preuves et tous les témoignages, ce tribunal ne trouve aucune base légale pour la demande des plaignants sur la propriété ou les économies du défendeur. Aucun contrat exécutoire n'existe,
aucun document de prêt n'a été correctement exécuté, et aucune preuve d'acquisition frauduleuse n'a été présentée. De plus, le tribunal estime que la demande des plaignants semble principalement motivée par leurs propres difficultés financières plutôt que par un accord antérieur légitime. Elle a rejeté l'affaire dans son intégralité, ajoutant un avertissement sévère contre toute autre action en justice sur les mêmes motifs. La salle d'audience a semblé expirer collectivement. Elisa m'a serré le bras en signe de célébration silencieuse tandis que de l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis, immobiles, la réalité de leur défaite s'installant. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, mes parents se sont approchés, arrêtés par leur avocat qui leur a murmuré quelque chose à l'oreille, puis ont continué vers moi. Le visage de papa était un masque de colère froide. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit doucement. « Tu as choisi la propriété plutôt que la famille. Souviens-toi de ça. » Maman n'a rien dit, son expression illisible. « Non, papa », ai-je répondu, trouvant une force que je ne savais pas posséder. J'ai choisi l'indépendance plutôt que le contrôle. Il y a une différence. Ils se sont retournés et sont partis. Dans le couloir du palais de justice, les derniers mots de papa flottaient dans l'air entre nous. Tu n'es plus notre fils. Je les ai regardés pousser les lourdes portes et disparaître, me demandant si cette déclaration était une punition ou, ironiquement, la dernière étape de mon émancipation. Les jours qui ont suivi la victoire au tribunal étaient étrangement vides. J'avais gagné, la maison était incontestablement la mienne, le procès rejeté avec autorité de la chose jugée. Pourtant, retourner dans cette maison était différent. Chaque pièce résonnait des mots durs échangés, chaque coin me rappelait ce que la victoire avait coûté. La première nuit, je me suis assis par terre dans le salon avec un verre de whisky, entouré des possessions que j'avais soigneusement choisies et placées, maintenant confirmées comme étant véritablement les miennes par décret légal. La validation était complète, mais un vide subsistait là où la famille aurait dû être. Nathalie est restée avec moi pendant une semaine après le procès. La voir dans la maison a apporté une énergie différente, la solidarité de l'expérience partagée, le réconfort de quelqu'un qui comprenait vraiment les émotions complexes qui m'agitaient. J'ai vécu ça il y a 5 ans, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le porche arrière. La culpabilité vient par vagues, puis la colère, puis le soulagement. Finalement, tu arrives à l'acceptation. Est-ce que ça cesse un jour de faire mal, ai-je demandé. La douleur change de forme, a-t-elle répondu pensivement. Elle devient moins à propos d'eux et plus à propos du deuil de la relation familiale que tu méritais mais que tu n'as jamais eue. La présence de Nathalie a été curative. Nous avons renoué des liens autour de souvenirs communs, pas tous mauvais malgré tout, et avons commencé à reconstruire la relation fraternelle que la dynamique de nos parents avait mise à rude épreuve. Elle m'a aidé à accrocher des tableaux, à choisir des couleurs de peinture et à faire de la maison un lieu vraiment mien. Quand elle est repartie en Californie, nous nous sommes promis de nous rendre visite régulièrement, un nouveau lien forgé à travers le traumatisme et la guérison partagée. Le retour au travail a apporté son propre lot de défis. Bien que M. Garrison ait été compréhensif, je me sentais en retard et déconnecté. Des rumeurs sur mon drame familial avaient circulé, me laissant un sentiment d'exposition. Ma collègue Rachel est restée un soutien, m'invitant à déjeuner et normalisant la situation. Les familles sont compliquées, a-t-elle dit simplement. Personne n'a la famille parfaite qu'on montre sur les réseaux sociaux. 3 semaines après le procès, j'ai commencé à voir le Dr Mitchell, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Nos séances se sont concentrées sur le démantèlement des croyances profondément ancrées sur l'argent, l'autonomie et l'estime de soi que mon éducation avait installées. Ce que vous avez vécu est un abus financier, a-t-il expliqué lors de notre 2e séance. C'est moins reconnu que d'autres formes, mais tout aussi dommageable pour le sentiment de soi. Ces mots, abus financier, ont donné forme à des expériences que je n'avais jamais complètement nommées. Comprendre que le comportement de mes parents correspondait à un schéma reconnu m'a aidé à cesser de me demander si j'avais surréagi ou été ingrat. Au fur et à mesure que l'été avançait, j'ai progressivement retrouvé la joie d'être propriétaire. J'ai planté un petit jardin, construit un brasero dans le jardin et repeint la cuisine en un jaune soleil que mes parents auraient jugé peu pratique. Chaque décision prise uniquement sur la base de mes préférences était un petit acte de reconquête. En août, j'ai organisé une pendaison de crémaillère, la célébration que j'avais initialement prévue avant que tout ne s'effondre. Des amis du travail, des voisins et Marcus se sont tous réunis dans mon jardin pour un barbecue. Personne n'a mentionné le procès ou l'absence de mes parents. Au lieu de cela, ils ont apporté des cadeaux attentionnés,
ont écrit des messages dans un livre d'or de la maison et ont rempli l'espace de rires qui ont commencé à effacer les souvenirs douloureux. La connexion la plus inattendue est venue de mes voisins directs, les Thompson. Madame Thompson a apporté une plante d'intérieur et a mentionné qu'elle avait connu mes parents des années auparavant par le biais d'une organisation communautaire. Ils ont toujours été si particuliers, a-t-elle dit délicatement. Je suis content que vous ayez trouvé votre propre voie. Sa reconnaissance subtile qu'elle comprenait plus qu'elle ne le disait m'a apporté un étrange réconfort. Le monde extérieur avait vu ce que je pensais n'être visible que de l'intérieur. Le 6e anniversaire de ma propriété est arrivé en novembre. Je n'avais eu aucun contact de mes parents depuis le palais de justice. Thanksgiving approchait, traditionnellement passé chez eux avec la famille élargie, qui n'avait probablement aucune idée de ce qui s'était passé. Nathalie et moi avons décidé de commencer notre propre tradition, prévoyant qu'elle vienne pour des vacances, entre frères et sœurs seulement. Puis l'inattendu s'est produit. Une semaine avant Thanksgiving, j'ai reçu une carte par la poste, non pas de mes parents directement, mais de la sœur de ma mère, ma tante Teresa. La carte exprimait son inquiétude face à la rupture familiale et mentionnait que mes parents luttaient avec leur fierté mais que leurs enfants leur manquaient. Était jointe une carte de visite du Dr Collins, un thérapeute familial, avec une note suggérant qu'il avait aidé d'autres familles à surmonter des conflits similaires. Après en avoir discuté avec Nathalie et mon propre thérapeute, j'ai pris une décision difficile. J'ai appelé le Dr Collins et organisé une séance de médiation avec mes parents dans son cabinet, un terrain neutre où les limites pouvaient être appliquées par un professionnel. La réunion a été programmée pour le samedi après Thanksgiving. Nathalie est arrivée en avance et nous avons passé les vacances à cuisiner ensemble dans ma cuisine, créant de nouveaux souvenirs non souillés par le passé. Nous avons discuté de nos attentes pour la réunion, pas nécessairement une réconciliation, mais peut-être une compréhension. Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie pour être entier, a dit Nathalie alors que nous faisions la vaisselle ce soir-là. Mais j'aimerais qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé. Entrer dans le bureau du Dr Collins ce samedi-là a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mes parents étaient déjà assis à notre arrivée, tous deux semblant plus âgés qu'au tribunal quelques mois plus tôt. Maman avait pleuré. Papa était assis raidement, l'expression gardée. Le Dr Collins a établi des règles de base, pas d'interruption, pas de discussion financière. Se concentrer sur les sentiments plutôt que sur les accusations. Pendant la première heure, la communication a été guindée et défensive. Papa s'est appuyé sur des phrases comme « Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux, et tu as mal interprété nos intentions ». Maman alternait entre des excuses larmoyantes et des culpabilisations subtiles. La percée est venue lorsque le Dr Collins a posé une question simple « De quoi aviez-vous peur qu'il arrive si vous ne contrôliez pas les finances de vos enfants ?» Le silence s'est étiré inconfortablement. Finalement, papa a parlé, sa voix dépouillée de son autorité habituelle. L'échec, a-t-il admis. Nous avions peur qu'ils échouent, et que ce soit de notre faute de ne pas leur avoir enseigné correctement. Ce seul moment de vulnérabilité a ouvert la voie à une conversation authentique. Nous avons appris que leurs propres parents avaient été financièrement irresponsables, les laissant dans l'insécurité et déterminés à créer la stabilité à tout prix. Le contrôle qui nous avait étouffés, Nathalie et moi, avait été leur tentative maladroite de protection. Comprendre leurs motivations n'excusait pas leurs actions, mais cela m'a aidé à les voir comme des humains imparfaits plutôt que comme des tyrans délibérés. À la fin de la séance, mes parents avaient reconnu, à contre-cœur mais sincèrement, que leur méthode avait été néfaste malgré leurs intentions. Nous n'attendons pas un pardon immédiat, a précisé le Dr Collins à la fin de la séance. Aujourd'hui, il s'agissait de comprendre, pas de se réconcilier. Cela viendra peut-être avec le temps et un travail continu. Mes parents ont hoché la tête, soumis, mais présents d'une manière qu'ils ne l'avaient pas été auparavant. Alors que nous nous préparions à partir, maman a demandé avec hésitation si elle pouvait voir des photos de ma maison. C'était un petit geste, mais significatif, une reconnaissance de ma vie indépendante. Dans les mois qui ont suivi, nous avons établi un nouveau type de relation, pas proche, mais pas entièrement rompu. Des appels téléphoniques occasionnels, évitant soigneusement les sujets financiers. Une carte d'anniversaire sans condition. De petits pas vers une relation basée sur le respect plutôt que sur le contrôle. Le premier anniversaire de mon accession à la propriété est arrivé en mai. J'ai pris un jour de congé pour réfléchir au parcours. Pas seulement l'achat lui-même, mais tout ce qui avait suivi. Assis dans mon jardin sous l'érable, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi,
au-delà de l'indépendance financière que j'avais initialement recherchée. J'avais appris à fixer des limites sans culpabilité. J'avais renoué avec ma sœur. J'avais créé un foyer qui était vraiment un sanctuaire. Plus important encore, j'avais brisé le cycle de contrôle financier qui aurait pu se poursuivre dans la génération suivante. Pour la première fois, j'ai invité mes parents à se joindre à Nathalie et moi pour un petit dîner d'anniversaire. La soirée n'a pas été sans tension, mais elle a été civile, voire agréable par moments. Alors qu'ils se préparaient à partir, papa s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. « Tu as bien réussi avec la maison », a-t-il dit maladroitement. « Le jardin est joli. » De sa part, c'était un éloge monumental. Ce Thanksgiving-là, un an après les premiers pas timides vers la guérison, j'ai organisé le dîner chez moi. Nathalie est venue, ainsi que Marcus et quelques amis proches. Mes parents ont accepté l'invitation avec une appréhension notable, mais sont arrivés avec une tarte faite maison et ont fait des efforts visibles pour respecter mon espace et mes choix. Alors que nous nous rassemblions autour de ma table de salle à manger, la table même où ils avaient autrefois étalé les documents de leur procès, j'ai ressenti le poids du chemin que nous avions parcouru. La relation était changée à jamais. Les limites fermement établies, mais pas entièrement détruites. L'indépendance, avais-je appris, ne consistait pas seulement à avoir mon nom sur un acte de propriété ou à maintenir des finances séparées. Il s'agissait de créer une vie authentique à mes valeurs, d'établir des limites saines et de reconnaître que les liens familiaux devraient renforcer plutôt que contraindre. La maison qui était devenue un champ de bataille s'était transformée en quelque chose de plus significatif, un symbole de résilience, un havre de paix de ma propre création, et finalement le catalyseur d'une transformation douloureuse mais nécessaire d'une dynamique familiale dysfonctionnelle depuis des générations. Avez-vous déjà dû vous opposer à votre famille pour protéger votre indépendance? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'expériences de vie réelle. Et rappelez-vous, être propriétaire de sa vie coûte parfois plus que de l'argent, mais la liberté vaut chaque centime. Merci d'avoir écouté mon parcours.